Je suis très content d'avoir l'occasion de vous présenter ce travail aujourd'hui, qui est donc un travail que je mène dans le cadre de ma thèse sous la direction de Dominique Nord. Et donc c'est un papier qui s'intéresse essentiellement aux effets sur l'offre de travail et les revenus du travail des parents de jeunes enfants en France, de modes de garde collectif, c'est-à-dire essentiellement en fait des crèches. Et bien entendu, c'est un travail en cours, donc je suis preneur de toutes vos remarques et de tous vos commentaires. Et s'il y a un point de clarification, n'hésitez pas à me demander. Donc la motivation pour ce papier, elle part vraiment d'une comparaison internationale, qui est qu'en comparaison internationale, la France est un pays dans lequel le taux de couverture des très jeunes enfants, donc là je m'intéresse essentiellement aux enfants qui ont moins de 3 ans, étant entendu qu'en France, la quasi-totalité des enfants à partir de 3 ans sont couverts par l'école maternelle. Donc pour ces très jeunes enfants, la France est un pays, par exemple au sein de l'OCDE, dans lequel le taux de couverture de ces très jeunes enfants par des modes de garde formels, donc par opposition à des modes de garde informels qui seraient être gardés par ses parents, par les grands-parents, par des voisins. Donc ce taux de couverture des jeunes enfants par les modes de garde formels est particulièrement élevé. Et c'est par ailleurs également un des pays de l'OCDE dans lesquels les écarts de participation au marché du travail entre hommes et femmes ne sont pas particulièrement élevés. Donc pour quantifier un peu ça, donc la France est le pays de l'OCDE dans lequel la dépense publique orientée vers les politiques familiales est la plus importante quand on la ramène au PIB. C'est un pays dans lequel le taux de couverture des enfants de 0 à 2 ans par les modes de garde formelle est le plus important. On est sur un taux qui est comparable à ce qui peut être le cas en Norvège ou au Danemark, par exemple, de l'ordre de 55%. Et enfin, c'est un pays dans lequel donc, il n'y a pas de très très grands écarts en participation au marché du travail. Donc la question, c'est un peu de voir de quelle façon se lient ces aspects-là. L'intérêt de s'intéresser particulièrement à la France par opposition à ce qui peut être le cas, par exemple, en Norvège ou au Danemark, c'est que le contexte institutionnel est vraiment particulier. En grossissant un peu le trait, en Norvège et au Danemark, il y a un mode de garde formel qui existe, qui est globalement une solution très collective, typiquement une crèche, qui permet de couvrir la très grande majorité des enfants. Par comparaison, en France, on a plutôt une variété importante dans les solutions de garde formelle, qui vont aller de solutions très collectives, qui vont être la crèche, ce qui est ce sur quoi je me concentre particulièrement dans ce papier, mais également on peut penser à ce que sont les jardins d'enfants, la scolarisation à 2 ans, pour des solutions très collectives et qui vont aller jusqu'à des solutions très individualisées comme la garde à domicile, avec comme pôle un peu intermédiaire les services d'assistance maternelle. Et toutes ces solutions qui sont très diverses sont toutes l'objet, par des mécanismes différents, de subventions à divers titres. Et cette diversité des modes de garde formelle, elle est aussi plutôt bien supportée par le décideur public et plutôt bien acceptée par la population générale, avec l'idée, d'une certaine façon, qu'en ayant ces solutions assez variées, on va permettre à des familles qui ont des contraintes relativement hétérogènes et des préférences qui sont également variables d'une famille à l'autre, de toutes peu ou prou trouver chaussures à leurs pieds. Donc, dans ce papier, ce que je cherche à faire, c'est à montrer que y a quand même des désavantages à cet arrangement institutionnel un peu particulier, qui est que ça va, en termes de pilotage des politiques familiales, on va laisser de la place à d'importants effets de substitution entre solutions de garde formelle. De sorte que si à un moment le décideur public choisit d'investir particulièrement un de ces modes de garde formelle, au lieu de permettre de couvrir davantage d'enfants encore dans des solutions formelles, on va peut-être seulement déplacer des familles qui étaient dans une solution formelle vers une autre solution formelle, mais sans permettre à davantage de familles d'avoir accès à ces solutions. Donc pour faire ça, je m'intéresse tout particulièrement à une série de plans nationaux qui avaient comme objectif d'augmenter le taux de couverture des très jeunes enfants par des solutions collectives que sont les crèches. En fait, ça s'appelle les plans crèches, les plans auxquels je m'intéresse. Et je vais m'intéresser à leurs conséquences en termes de revenus et d'offres de travail des parents de très jeunes enfants d'une part, et en particulier de revenus et d'offres de travail des mères. Et je vais également m'intéresser à leurs conséquences en termes de choix des familles d'avoir recours à une solution plutôt qu'une autre. Et la partie empirique de ce papier, elle va vraiment essayer d'exploiter le plus possible la granularité spatiale et temporelle de l'augmentation du taux de couverture des très jeunes enfants par les crèches. C'est-à-dire qu'il y a une augmentation qui est assez continue en temps et assez générale sur tout le territoire national du taux de couverture des enfants par les crèches. Et moi, je vais vraiment m'intéresser et montrer que cette augmentation un peu générale, elle est en fait concentrée sur certaines zones géographiques précises qui sont vraiment définies, qu'on peut vraiment définir par la commune, et qu'elle est vraiment liée à des chocs qui sont très ponctuels à certains endroits
Et c'est pas du tout, et c'est vraiment cette granularité-là que j'exploite pour ma stratégie d'identification. Et je peux faire ça dans la mesure où je dispose d'une combinaison de registres administratifs qui vont me permettre de couvrir les aspects pertinents du problème, que sont le marché du travail, les décisions de fécondité et les décisions des familles d'avoir recours à un mode de garde plutôt qu'une autre. Donc, pour vous donner tout de suite un aperçu des résultats, ce que je montre, c'est que ces plans nationaux, donc les plans crèches, qui avaient pour objectif d'augmenter le taux de couverture des très jeunes enfants par des solutions collectives de garde, n'ont pas eu d'effet sur l'offre de travail et les revenus du travail des mères de très jeunes enfants, et pas non plus pour les pères, mais ont seulement déplacé les familles qui auparavant avaient recours à des solutions un peu plus individualisées, typiquement des assistantes maternelles ou de la garde à domicile, et se mettent à utiliser des services plus collectifs. Pour donner un sens quantitatif, quand je dis qu'il n'y a pas eu d'effet, je montre que mes estimations correspondent à penser qu'un point de pourcentage d'augmentation dans une commune du taux de couverture des jeunes enfants par des solutions collectives se traduit en effet causal par un intervalle de confiance qui comprend 0 et qui est entre moins 0,08 et plus 0,05 points de pourcentage de variation du taux d'emploi salarié des mères d'enfants de 0 à 2 ans. Donc c'est vraiment de très très faible. D'une part, ça comprend 0 et d'autre part, c'est relativement précis autour de 0. Ce que je montre en revanche, c'est qu'à moyen terme, ce que j'appelle le moyen terme, c'est 4 ans après un épisode d'expansion massive de l'offre au niveau de la commune, il y a en fait une substitution totale entre les solutions individualisées que seraient les assistantes maternelles et la garde à domicile et les solutions collectives. Donc, on a seulement vraiment déplacé des familles d'une solution à une autre. Ce qui suggère donc c'est une politique publique qui est relativement coûteuse et qui, au moins pour autant qu'elle a pour but d'augmenter l'offre de travail et les revenus du travail des mères de jeunes enfants, est plutôt un échec. Par ailleurs, dans la mesure où ces solutions individualisées que sont la garde à domicile et les assistantes maternelles sont quand même relativement plus fréquentes pour les familles relativement aisées que pour les familles les plus défavorisées, ça suggère également que cette politique publique, elle bénéficie peut-être un peu plus à des familles relativement aisées qu'aux autres. Donc maintenant, je vais vraiment rentrer dans le cœur du papier tout de suite. Et d'abord, il va falloir que j'explicite un peu quel est le contexte institutionnel dans lequel ça s'inscrit, dans la mesure où il y a cette variété de solutions, donc vraiment pour définir précisément quelles sont les solutions qui m'intéressent dans ce papier. Donc, ce à quoi je m'intéresse quand je parle de solutions collectives, c'est ce que on peut appeler les EAJE-PSU. Donc, les EAJE-PSU, en fait, c'est établissements d'accueil du jeune enfant. Donc, ce sont des crèches essentiellement destinées aux enfants de 0 à 2 ans, dans la mesure où ensuite ce sont d'autres solutions, et en particulier la scolarisation qui prend le relais pour la quasi-totalité des enfants. Et la PSU, c'est la prestation de service unique, qui est en fait un schéma national de financement qui est opéré par la CNAF, donc la branche famille de la sécurité sociale. Et ce schéma national de financement, il fait peser un certain nombre de contraintes sur les établissements qui financent. Et en particulier, je pense qu'il est important dans le cadre de ce papier, c'est qu'il exige que tous les établissements basent leur tarification sur un schéma national, donc sur une grille nationale de prix, qui est fondée sur les revenus des familles, mais c'est quand même la même grille qui va être utilisée pour tous les établissements. Et cette grille, elle fait de cette solution vraiment toujours la solution formelle la moins chère pour toutes les familles. Ce qu'on peut montrer sur ce graphique, où on voit qu'en violet foncé, donc c'est les prix qui sont pratiqués le long de la distribution de revenus par les EAJE-PSU, c'est toujours une solution qui est plus avantageuse qu'avoir recours à une assistante maternelle en rose ou à la garde à domicile, qui est évidemment une solution bien plus coûteuse pour les familles. Et l'écart de prix, il est particulièrement important en bas de la distribution de revenus, mais il existe quand même pour les autres familles. Bien entendu, pour atteindre ces prix relativement bas, ce sont donc des établissements qui sont lourdement subventionnés. Pour se donner une idée, le coût de fonctionnement d'une place en établissement d'accueil du jeune enfant en 2015, c'était 15 000 € par an, et c'était pris en charge à 82% par la dépense publique, les familles ne couvrant seulement que 18% du coût. Et plus précisément, ce qui m'intéresse vraiment dans le papier, donc c'est les plans crèches. Donc, pour comprendre ce que sont les plans crèches, il faut avoir en tête que jusqu'au début des années 2000, le développement de ces établissements d'accueil du jeune enfant, EAJE-PSU, était vraiment le résultat de décisions locales, particulièrement de décisions au niveau des communes. À partir de juin 2000, il y a eu le lancement de ce qui a été appelé le premier plan crèche, et qui est en fait le début d'une succession de plans qui se renouvellent depuis lors. Donc, en 2018, on a été au lancement du 9e plan crèche, donc ça continue encore.
Donc ce sont des plans nationaux qui ont pour objectif d'augmenter la couverture des très jeunes enfants par des crèches, donc des solutions collectives de garde formelle. Ces plans sont coordonnés au niveau national par la CNAF et implémentés au niveau local avec le soutien des CAF départementales. Et pour un peu quantifier de quoi on parle, donc entre 2000 et 2016, ces plans ont permis de créer 150 000 nouvelles places en EAJE-PSU, les 2 tiers de ces places étant créées par l'ouverture de nouveaux établissements et le tiers restant par l'extension d'établissements déjà existants. Ça correspond à une dépense publique sur la période qui est de l'ordre de 2 milliards d'euros. Là, je parle seulement de la dépense d'ouverture de nouvelles places et pas après de devoir opérer les places tous les ans. Donc voilà, moi, c'est vraiment dans ce contexte-là que je m'intéresse à ce qui se passe quand on ouvre un nouvel établissement. Et c'est vraiment ces plans que je cherche à évaluer. Donc pour mener cette évaluation, je mobilise un certain nombre de données qui sont toutes des données administratives, une partie qui est produite par la CNAF et l'autre partie qui est produite à l'INSEE. Au niveau de la CNAF, les données que j'utilise, c'est essentiellement un registre des établissements d'accueil du jeune enfant qui permet de connaître sur la période 2007-2015 le nombre de places qui définit la capacité d'accueil de chacun de ces établissements, et je connais la commune dans laquelle ils sont implantés. La capacité d'accueil étant quelque chose que les établissements doivent déclarer pour être autorisés à opérer. D'autres données qui sont importantes, qui sont issues de la CNAF, données qui vont me permettre de renseigner dans chaque commune le nombre de familles qui ont recours à certaines prestations de congé parental rémunéré dans le cadre de la prestation d'accueil du jeune enfant. Et ça va me permettre de voir dans quelle mesure les établissements d'accueil du jeune enfant se substituent à cette prise de congé parental ou au contraire se substituent plutôt à d'autres solutions de garde qui ne sont pas par les parents. Du côté de l'INSEE, je récupère des données qui vont me permettre de couvrir essentiellement le marché du travail et les décisions de fécondité. Vraiment, la source principale de données que je mobilise ici, ce sont les déclarations annuelles de données sociales, donc des données administratives portant sur le marché du travail et en particulier sur l'emploi salarié. J'utilise notamment le panel des déclarations annuelles de données administratives qui vont me permettre, quand je l'apparie à l'échantillon démographique permanent, de repérer vraiment la position sur le marché du travail, dans l'emploi salarié, les revenus salariaux, le nombre d'heures travaillées, le nombre de jours travaillés, des parents qui ont des enfants dans des âges potentiellement affectés par les établissements d'accueil du jeune enfant, donc des très jeunes enfants. Par ailleurs, j'utilise également les déclarations annuelles de données sociales pour pouvoir connaître dans chaque commune le nombre d'heures qui est payé par les familles à des services d'assistance maternelle ou à de la garde à domicile. Donc là, ça va être plutôt pour repérer l'aspect substitution entre établissements collectifs et solutions plus individualisées. Et enfin, j'utilise également les bulletins de naissance, donc des données d'état civil, qui vont me permettre de connaître dans chaque commune le nombre d'enfants à couvrir sur la période. Donc là, ce sont les données dont je dispose, donc où j'ai vraiment de la granularité géographique au niveau de la commune, qui est essentielle pour la stratégie d'identification que je mets en place. Donc, mon identification, elle est vraiment basée sur cette idée de granularité. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans le cadre de ces plans nationaux, il y a eu une augmentation très continue en temps et pas énorme au niveau national du taux de couverture des jeunes enfants par les EAJE-PSU, donc ces modes de garde collectifs. Donc ici, c'est ce que je vous représente. Vous avez en abscisse les années et en ordonnée, donc le nombre de places relativement à 100 enfants en établissement d'accueil du jeune enfant. Donc on voit que c'est une augmentation qui est très lisse en temps et qui n'est pas énorme. On a une variation au niveau national qui est de quelques points de pourcentage, pas du tout considérable. Cependant, ce que je vais montrer, c'est que cette variation au niveau national, elle est en fait portée seulement par un petit sous-ensemble de communes dans lequel il y a eu une augmentation importante du taux de couverture des jeunes enfants par ces modes de garde collectifs, et que dans ces communes, c'est pas non plus une augmentation qui est continue en temps, c'est vraiment une augmentation qu'on peut généralement attribuer à un seul événement, qui est typiquement l'ouverture d'un nouvel établissement. Et je peux montrer que toute cette augmentation au niveau national, elle est expliquée par ces chocs vraiment très locaux et très ponctuels qui sont cruciaux pour ma stratégie d'identification. Donc ici, pour représenter cette granularité au niveau spatial, je peux vous montrer donc en France métropolitaine, on peut faire une carte de l'augmentation entre 2007 et 2015 du taux de couverture des jeunes enfants par les établissements d'accueil du jeune enfant. Et on voit bien que pour l'essentiel des communes, il se passe en fait strictement rien. Et en fait, ce sont des communes dans lesquelles il n'y a pas d'établissement en début de période, il n'y a pas d'établissement à la fin, il ne se passe jamais rien.
Et c'est seulement pour quelques communes disséminées sur tout le territoire national qu'il y a des variations plus importantes. Et en fait, ce que je vais faire dans l'idée, c'est prendre cette distribution des variations du taux de couverture des jeunes enfants par ces établissements EHIE-PSU, et je vais pouvoir définir des groupes dans cette distribution, donc un groupe dans lequel il ne se passe jamais rien, qui sont toutes mes communes jaune pâle. Ensuite, je vais définir deux groupes qui vont un peu plus me servir de placebo, qui sont des communes dans lesquelles il y a des petites fluctuations du nombre de places en crèche. Et enfin, un groupe qui correspond à peu près à des communes qui comprennent 10% des très jeunes enfants. Et ces 10% de jeunes enfants, donc, en termes de communes, c'est des communes dans lesquelles il y a vraiment une augmentation significative à un moment donné du taux de couverture des du taux de couverture des jeunes enfants par les crèches. Et ensuite, à l'intérieur de ces groupes, je vais définir une date que je vais considérer comme étant une date de traitement, qui est la date à laquelle il y a la plus forte augmentation entre 2 années du taux de couverture. Et cette variation, elle va vraiment me servir de date de traitement et elle est cruciale pour ma stratégie d'identification. Donc ici, ce que je vous représente, c'est les variations du taux de couverture à l'intérieur de chacun des groupes étant en plus divisé selon cette date un peu hypothétique de traitement. Alors pour le groupe jamais traité, c'est une date qui est attribuée aléatoirement, et pour les autres, donc elle est définie à partir de la plus importante fluctuation entre 2 années. Et donc, on peut voir que donc dans mon P25, P80 et P80, P90, donc qui sont mes deux groupes un peu intermédiaires, ce dont on parle, c'est pas des fluctuations, c'est pas des augmentations très importantes, c'est des mouvements de quelques points de pourcentage au niveau de la commune du taux de couverture. Et que par contre, le P90, P100, en bas à droite de cette figure, là, ça va être vraiment ce que je considère comme étant mon groupe de communes traitées. Et on peut voir que donc on parle ici d'augmentations qui sont de l'ordre de 15 points de pourcentage du taux de couverture des jeunes enfants par les modes de garde collectifs. Et un point qui est important ici, c'est qu'on voit assez bien que toute l'augmentation au niveau de la commune du taux de couverture, elle est vraiment portée par une seule date, un seul événement entre 2 années. Il se passe essentiellement rien avant, il y a pratiquement pas de variation avant cette date, et il n'y a pas non plus de variation après. Donc c'est vraiment un seul événement qui est crucial ici pour comprendre la dynamique de l'offre de places en crèche au niveau de la commune. Et en fait, c'est vraiment toute mon identification, elle est basée en me mettant donc dans un groupe dans lequel toutes les communes reçoivent des chocs de même taille à peu près, donc des augmentations de même taille du taux de couverture, mais les reçoivent à des dates différentes les unes des autres. Donc c'est ce que j'explicite ici. Donc j'ai une approche en event study où mon identification est vraiment basée sur cette variabilité identifiante qui est des différences dans les dates de traitement entre communes qui reçoivent des variations du taux de couverture des jeunes enfants par les crèches qui sont à peu près de la même taille. En d'autres termes, mon hypothèse identifiante essentielle, c'est une hypothèse de tendance parallèle qui dit que la tendance dans la variable dépendante, donc la tendance dans l'offre de travail des mères de jeunes enfants à l'intérieur de chaque commune, s'il n'y avait pas eu cette expansion importante des crèches, aurait été la même entre tous les groupes de communes traités à des dates différentes. Donc, cette hypothèse de tendance parallèle, on peut essayer de la défendre de 2 points de vue. D'une part, du point de vue du contexte institutionnel, qui est que l'attribution des subventions liées aux plans nationaux, donc au plan crèche, était exclusivement fondée au niveau de l'attribution par les CAF départementales sur le niveau observé de couverture par les modes de garde formels, et donc ne prenait pas en compte ni de niveau d'offre de travail des femmes au niveau de la commune, ni de notion d'évolution. C'est vraiment seulement basé sur un niveau, un seul indicateur. Mais cela dit, là, ça parle seulement de l'attribution des subventions. On ne sait pas qui sont les communes qui potentiellement demandent l'attribution de cette subvention. Donc, c'est pas un argument qui est suffisant. Pour être plus convaincant sur la crédibilité de cette hypothèse d'identification, je peux montrer, en me basant sur les données du recensement 2006, qu'à l'intérieur du groupe P80, P90, donc toutes ces communes qui ont des augmentations de l'ordre de 15 points de pourcentage du taux de couverture par les crèches des très jeunes enfants, en fait, il est pratiquement impossible de prédire à quelle date elles vont être traitées ou pas. Il est pratiquement impossible de distinguer les communes qui sont traitées en 2015 des communes qui sont traitées en 2008. Et c'est ça qui me permet de justifier que je vais utiliser les communes traitées en 2015 comme un contrefactuel
de ce qu'aurait été la tendance dans les communes qui sont traitées dès 2008. Donc, comme j'ai dit, mon vrai groupe traité, c'est vraiment mon P90 P100, et les autres groupes sont plus là pour un peu assurer la crédibilité de cette approche. Une fois que j'ai fait ça, donc cette approche en event study, au niveau de la commune, elle me donne une estimation qui n'est pas encore mise au niveau individuel. Elle me donne une estimation d'un effet qui n'a pas de lien avec la taille du choc. Donc après, je mets en place une approche qui est issue du travail de Duflo en 2001, qui me permet de remettre ces effets à un niveau individuel et d'obtenir un paramètre d'intérêt qui peut s'interpréter de deux façons différentes, soit sous l'hypothèse d'effet homogène, comme l'effet d'augmenter au niveau de la commune d'un point de pourcentage le taux de couverture des jeunes enfants par les modes de garde collectif, soit sous l'hypothèse d'effet hétérogène, plus comme un effet local, qui est donc l'effet pour une famille d'obtenir une place en se restreignant à l'ensemble des familles qui obtiennent une place parce qu'on les observe après un choc au niveau de la commune, mais qui, dans la situation qui prévalait auparavant, ne l'auraient pas obtenue. Et voilà, donc c'est vraiment sur ça que repose mon identification, et maintenant je vais expliciter les résultats que ça me permet d'obtenir. Donc là, je vous montre les résultats donc, de mon event study qui n'a pas encore vraiment de notion de la taille du choc. Donc dans chaque groupe, je fais cette analyse au niveau des communes. Donc ici, en abscisse, vous avez le temps mesuré par rapport à la date du choc, donc à la date à laquelle il y a cette augmentation du taux de couverture des jeunes enfants par les modes de garde collectif, dans chaque groupe séparément. Et ici, ma variable dépendante, c'est le taux d'emploi salarié des mères de jeunes enfants, donc les mères qui ont des enfants de 0 à 3 ans. Le point le plus important, c'est évidemment le P90 P100, donc qui est mon groupe réellement traité, le groupe où il y a des fortes augmentations au niveau de la commune du taux de couverture par les modes de garde collectif. Et on peut voir d'une part qu'on a avant traitement pas de différence entre les communes qui sont traitées plus tôt ou plus tard, ce qui est plutôt un peu rassurant aussi sur la validité de l'hypothèse de tendance parallèle. Et d'autre part, qu'après le traitement, donc quand on dépasse la date 0 ici, on n'a bien pas d'effet sur l'offre de travail des mères à la marge extensive. Là, les effets peuvent paraître imprécis, mais quand j'agrège tous ces effets qui sont vraiment spécifiques à une date, parce que je voulais laisser la possibilité qu'il y ait des effets dynamiques et qu'il y ait un peu de montée en puissance du dispositif, mais on ne sait pas ce qu'on observe dans les données. Quand on agrège toutes ces estimations entre elles, on peut parvenir à une estimation beaucoup plus précise et qui confirme bien qu'il n'y a pas d'effet sur l'offre de travail des mères à la marge extensive. Et sur mes groupes dans lesquels il n'y a pas vraiment d'augmentation importante du taux de couverture des jeunes enfants par les modes de garde collectif, on observe également qu'il n'y a pas d'effet, ce qui est plutôt rassurant sur la validité de l'approche. Et c'est le cas sur un peu toutes les marges. Et ensuite, je peux passer à mes résultats qui sont remis vraiment au niveau individuel, essentiellement en divisant par la taille du choc dans chaque commune. Et là, ce sont mes résultats au niveau individuel que je vous montre. Et je peux montrer que pour les mères, sur aucune des marges de revenus du travail ou de l'offre de travail, donc soit la marge extensive de l'emploi, le nombre de jours travaillés, les heures travaillées et le salaire horaire, il n'y a jamais d'effet du traitement sur ces variables dépendantes. Et c'est également le cas pour les pères, mais ce qui est beaucoup moins surprenant. Je peux montrer par ailleurs que ce sont des résultats qui sont relativement robustes à tout un tas de questions qu'on pourrait se poser sur la validité de l'approche. Donc, c'est des résultats qui valent par exemple, on peut se mettre sur des groupes placebo qui sont des familles qui ne sont pas affectées a priori par le traitement. Il n'y a pas d'effet non plus. Je peux imposer des tendances en temps qui sont hétérogènes selon les aires géographiques auxquelles appartiennent les communes sans problème non plus. Et montrer que d'autres questions qu'on pourrait se poser n'influent pas tellement sur les résultats. Maintenant, une fois que j'ai ces résultats au niveau individuel, je peux montrer qu'on a le droit de les agréger et faire un petit travail d'évaluation pour essayer de comprendre du coup à quoi correspond l'effet de ces plans crèches au niveau national où on a créé 150 000 nouvelles places. Et en faisant un petit travail qui est simplement un calcul de point de table, je peux montrer que, OK, on crée 150 000 nouvelles places en crèche, et ça veut dire qu'au mieux, on a réussi à permettre à 8 000 mères de ne pas interrompre leur carrière, ce qui est l'estimation vraiment la plus optimiste, puisqu'on a pris le haut de l'intervalle de confiance à 95%. Si je prends mon estimation centrale, on est même sur un léger déclin. Donc ça, c'est pour un premier travail un peu plus d'évaluation. Et ensuite, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question de ce que sont les mécanismes
derrière ces effets nuls sur les revenus et l'offre de travail des mères. Donc, assez généralement dans la littérature, ce qui est supposé, à raison, c'est qu'il y a des effets de substitution entre des modes de garde déjà existants et ces modes de garde collectifs qu'on a créés au niveau de la commune. Mais il est assez difficile en général d'avoir de bons éléments empiriques sur la question, dans la mesure où dans la plupart des pays, il y a un seul mode de garde formel qui existe, qui est donc ces crèches, et à côté de ça, on a des modes de garde informels qui sont presque jamais observés dans les données. Au contraire, là, on peut vraiment prendre... c'est vraiment un des intérêts du cas français, c'est qu'en fait, il y a une grande variété des solutions formelles, et donc je peux regarder ce qui se passe dans les autres solutions formelles au niveau de la commune, et ces solutions formelles, je peux les observer grâce à la déclaration annuelle de données sociales. C'est par ailleurs un point assez important en termes d'évaluation des politiques publiques, dans la mesure où ces autres solutions formelles qui potentiellement se substituent aux crèches, elles sont également subventionnées. Et donc, quand on veut calculer le coût de cette politique publique-là, il faut aussi prendre en compte le fait que il faut retrancher les subventions qui sont allouées vers les assistantes maternelles ou la garde à domicile via d'autres dispositifs. Donc, pour faire ce travail-là, je réplique mon analyse au niveau de la commune en prenant cette fois comme variable dépendante le nombre d'heures qui est payé aux assistantes maternelles et en garde à domicile, relativement à un niveau qui est le nombre d'heures qu'il faudrait payer pour que ces solutions prennent en charge l'ensemble des enfants de la commune. Donc c'est cette approche qui est vraiment que je conçois pour capturer ces effets de substitution entre modes de garde formels. Et je peux montrer du coup avec ça que 4 ans après un épisode d'expansion massif au niveau de la commune, j'ai en fait une substitution totale entre mode de garde individualisé d'une part et mode de garde collectif d'autre part. C'est-à-dire que toutes les familles qui, grâce à mon choc, se retrouvent à avoir une place en crèche, grâce à cette expansion, en fait, s'il n'y avait pas eu l'expansion, elles auraient simplement eu recours à des services d'assistance maternelle ou de garde à domicile. Et c'est donc un résultat qui est important en termes de politique publique, parce que certes, là, aussi longtemps qu'on s'intéresse à l'offre de travail, au revenu de travail des femmes, c'est pas une politique publique qui est extrêmement efficace, mais néanmoins le coût est très différent. Il ne faut pas penser qu'une place en crèche, ça coûte 89% du coût de fonctionnement, donc 82% de 15 000 euros par an, comme on l'aurait par une évidence un peu comptable, mais il faut bien retrancher ce qui aurait été payé aux assistantes maternelles ou en garde à domicile via un certain nombre de crédits d'impôt, et on arrive à un coût qui est nettement inférieur. Donc là, c'est mes éléments graphiques pour vous convaincre. Donc le P90% qui est mon groupe vraiment traité, et avec toujours le temps mesuré par rapport à la date de l'expansion massive du taux de couverture des solutions collectives, et avec comme variable dépendante le nombre d'heures payées aux assistantes maternelles et en garde à domicile. Et on peut voir que dans ce groupe, donc 4 ans après le choc, on arrive à un effet qui est une diminution de l'ordre de 13 points de pourcentage de la couverture des enfants par des solutions formelles individuelles, garde à domicile et assistante maternelle, ce qui est 13 points de pourcentage, c'est pratiquement la totalité de ce à quoi correspondait mon augmentation du taux de couverture par les solutions collectives. Donc on a bien vraiment une substitution qui est totale entre ces solutions. Du coup, j'en arrive vraiment à la conclusion du papier, qui est, je pense que ça permet de montrer que ces augmentations du coup de solutions collectives particulièrement abordables pour les familles n'ont pas vraiment d'effet sur les revenus et l'offre de travail des mères de jeunes enfants et ont principalement comme effet de déplacer les familles de solutions de garde formelle individualisées vers des solutions de garde formelle plus collectives que sont les crèches. Je pense que ça met en valeur un peu quand même un désavantage de cette stratégie de politique familiale qui a tendance à favoriser la coexistence de beaucoup de solutions différentes les unes des autres. C'est pas tellement un désavantage en termes d'efficacité, mais plus un désavantage en termes de pilotage. C'est compliqué de piloter un dispositif dans lequel il y a ces forts effets de substitution. Néanmoins, je pense que ces résultats ils posent deux questions qui sont un peu différentes. La première question, c'est que c'est des résultats qui sont informatifs seulement sur les communes qui ont connu un épisode d'augmentation massive de l'offre de place en crèche. Et à l'intérieur de ces communes-là, seulement à propos des familles qui ont effectivement obtenu une place en crèche grâce à cette expansion. Donc on peut un peu se poser des questions sur est-ce qu'il y a moyen d'augmenter l'efficacité de cette politique publique-là, soit en traitant d'autres communes, ce qui est une première question qu'on peut se poser, ou bien est-ce qu'à l'intérieur de ces communes-là, c'est qu'il faut attribuer les places en crèche à d'autres familles que celles qui en bénéficient dans la situation qu'on a observée. Mais dans ce cas-là, si on pense à cette attribution famille, est-ce que la question c'est est-ce que des familles qui pourraient
tirer de grands bénéfices de ce dispositif ne demandent pas à avoir une place en crèche, ou bien est-ce que ces familles demandent d'avoir une place en crèche et les critères sur lesquels on évalue la pertinence de leur attribuer font que finalement on les attribue à des familles qui en bénéficient moins. Ça, c'est vraiment des questions qui, je pense, sont empiriquement pas faciles à traiter, mais qui ont une certaine importance. Et enfin, évidemment, si on veut vraiment avoir une idée de ce qu'est l'efficacité de cette politique publique-là, il faut s'intéresser à l'effet sur les enfants, y compris dans le très long terme, dans l'idée qu'on va vraiment changer quelque chose pour ces enfants et qu'on peut avoir un effet important, ce qui n'est pas du tout ce que je regarde dans ce papier-là. Et voilà, moi je suis arrivé à la fin de ce que j'avais à mettre dans ma présentation et je vous remercie pour avoir écouté.